Chapitre 2. Les décisions. Le chemin du pouvoir. L'homme est né pour vivre et non pour se préparer à vivre. Boris Pasternak. Vous souvenez-vous de l'époque où Jimmy Carter était encore président des États-Unis, où l'Empire contre-attaquait, où Yoda et Pac-Man faisaient fureur et où rien ne s'immisçait entre Brooke Shield et ses Calvin. En Iran, l'ayatollah Khomeini avait accédé au pouvoir et détenait nos compatriotes en otage. En Pologne, un électricien du chantier naval de Gdansk, Lech Walesa, faisait l'impensable. Il décidait de s'élever contre l'Empire communiste. Il poussa ses collègues à faire la grève et quand on voulut lui interdire l'accès à son lieu de travail, il escalada tout simplement le mur. Bien des murs se sont écroulés depuis, n'est-ce pas? Vous souvenez-vous de l'époque où vous avez entendu l'annonce de l'assassinat de John Lennon? Ou de l'éruption du mont Sainte-Hélène qui rasa une superficie de 400 km²? Vous êtes-vous réjoui quand l'équipe de hockey des États-Unis, qui était perdante jusque-là, battit l'équipe soviétique pour finalement remporter une médaille olympique? C'était en 1980, il y a un peu plus de 10 ans. Réfléchissez quelques minutes. Où étiez-vous alors? À quoi ressembliez-vous? Qui étaient vos amis? Quels étaient vos espoirs et vos rêves? Si on vous avait demandé « Où serez-vous dans 10 ans ou 15 ans ?» qu'auriez-vous répondu? Êtes-vous aujourd'hui ce que, à cette époque, vous aviez souhaité être? Une décennie est vite passée, n'est-ce pas? Enfin et surtout, nous devrions nous demander « Comment vais-je vivre les 10 prochaines années de ma vie? Comment vais-je vivre aujourd'hui afin de créer le lendemain que je souhaite? Quelles seront mes priorités à partir d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui compte pour moi en ce moment et qu'est-ce qui comptera pour moi à long terme? Quelles mesures puis-je prendre aujourd'hui afin d'influencer mon avenir? Vous voyez, dans 10 ans, vous serez certainement arrivé quelque part. La question est de savoir où. Qui serez-vous devenu? Comment vivrez-vous? Quelle sera votre contribution à la société? C'est maintenant qu'il faut envisager les 10 prochaines années de votre vie et non quand elles se seront écoulées. Il faut saisir le moment présent. Nous sommes déjà engagés au début d'une nouvelle décennie. Bien vite, nous entrerons dans le 21e siècle, un nouveau millénaire. L'année 2000 arrivera très rapidement et, dans moins de 10 ans, vous repenserez à ce jour comme vous vous êtes souvenu de l'année 1980. Serez-vous satisfait ou perturbé quand vous repenserez aux années 1990? Enchanté ou troublé? Au début des années 1980, j'étais un gosse de 19 ans, esseulé et frustré. J'étais sans le sou. Aucun entraîneur ne pouvait me montrer le chemin de la réussite et je n'avais ni amis prospères, ni mentor, ni objectif précis. Je végétais et j'étais obèse. Pourtant, en moins de quelques années, j'ai découvert une faculté qui m'a servi à transformer presque tous les domaines de ma vie. L'ayant maîtrisé, je l'ai employé et cela a révolutionné ma vie en moins d'1 an. C'est cet outil qui m'a permis d'accroître radicalement ma confiance en moi et, par conséquent, mon aptitude à agir et à atteindre des résultats mesurables. Cet outil m'a également servi à reprendre en main mon état de santé et à me débarrasser à tout jamais de 17 kg de graisse. Grâce à lui, j'ai rencontré la femme de mes rêves, je l'ai épousée et j'ai fondé la famille que je désirais. J'ai utilisé cette faculté pour faire passer mon revenu du niveau de subsistance à plus d'1 million de dollars par année. Je suis passé du minuscule appartement, où je lavais la vaisselle dans la baignoire faute de cuisine, à la résidence actuelle de ma famille, le Delmar Castle. Grâce à cette seule distinction, j'ai cessé de me sentir complètement seul et insignifiant, pour enfin exprimer ma gratitude des nouvelles occasions qui s'offraient à moi d'aider des milliers de gens dans le monde entier. C'est une faculté que je continue d'employer chaque jour de ma vie pour influencer mon avenir. Dans Pouvoir illimité, j'ai expliqué très clairement que la meilleure façon d'influencer le cours de sa vie consistait à se pousser à agir. Au fond, si les gens obtiennent des résultats différents, c'est qu'ils agissent différemment dans les mêmes situations. Des actions différentes produisent des résultats différents. Pourquoi? Parce que toute action est un principe mis en mouvement et que les conséquences de ce principe s'édifient sur des conséquences passées pour nous faire avancer dans une direction précise. Chaque direction nous conduit vers une destination finale, notre destin. Au fond, si nous voulons diriger notre vie, nous devons prendre l'initiative et agir de manière conséquente. Ce n'est pas ce que nous faisons une fois de temps à autre qui influencera notre vie, mais ce que nous faisons avec constance. La question clé est donc la suivante. Qu'est-ce qui précède toutes nos actions? Qu'est-ce qui détermine les gestes que nous poserons et, en conséquence, ce que nous deviendrons? Et quelle sera notre destination ultime dans la vie? Qui est le moteur de l'action? La réponse, bien sûr, est ce à quoi nous avons fait allusion depuis le début, le pouvoir de décision. Tout ce qui arrive dans la vie, tant ce qui vous motive que ce qui vous tourmente, a commencé
par une décision. Je crois que c'est dans les moments où on prend une décision que nous déterminons notre avenir. Les décisions que vous prenez en ce moment, chaque jour, influencent la façon dont vous vous sentez aujourd'hui, de même que ce que vous deviendrez dans les années 1980 et au-delà. En faisant une rétrospective des 10 dernières années, voyez-vous des moments où une décision différente vous aurait entraîné dans une vie très différente de celle que vous vivez aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire? Peut-être avez-vous fait un choix professionnel qui a changé votre vie, ou peut-être n'avez-vous pas fait ce choix. Peut-être, au cours des 10 dernières années, avez-vous opté en faveur du mariage ou du divorce. Vous avez peut-être acheté une cassette, un livre ou assisté à un colloque et changé vos croyances et vos actes en conséquence. Peut-être avez-vous décidé d'avoir des enfants ou d'attendre afin de poursuivre une carrière ou d'investir dans une maison ou dans une entreprise. Peut-être avez-vous décidé de pratiquer un sport ou de l'abandonner. Vous avez peut-être résolu de ne plus fumer ou de déménager dans un autre coin du pays ou de faire un voyage autour du monde. Comment ces décisions vous ont-elles conduit à ce point-ci de votre vie? Avez-vous vécu des tragédies et des frustrations, des sentiments d'injustice et d'impuissance pendant cette dernière décennie? C'est certainement le cas. Qu'avez-vous fait alors? Avez-vous dépassé vos limites ou avez-vous simplement baissé les bras? Quelles ont été les conséquences de ces décisions sur le cours de votre vie? L'homme n'est pas la créature des circonstances. Ce sont les circonstances qui sont les créatures des hommes. Benjamin Disraeli. Plus que tout, je crois que ce sont nos décisions et non les circonstances de notre vie qui déterminent notre avenir. Comme moi, vous savez très bien que certaines personnes jouissent de privilèges innés, l'hérédité, l'environnement, la famille ou les relations. Pourtant, nous savons aussi que nous rencontrons ou entendons parler de gens qui, contre toute attente, ont amélioré leurs conditions en prenant la décision de changer leurs objectifs dans la vie. Ils incarnent le pouvoir illimité de l'esprit humain. Si nous le voulons, nous pouvons faire de notre vie l'un de ces vivifiants exemples. Comment? Il nous suffit de décider aujourd'hui de la vie que nous mènerons dans les années à venir. Si vous ne prenez pas de décision sur votre mode de vie, n'est-ce pas déjà comme si vous aviez pris une décision? Vous choisissez de vous laisser gouverner par l'environnement plutôt que d'influencer votre propre avenir. Ma vie tout entière a changé en un seul jour. Le jour où j'ai déterminé non seulement ce que j'aimerais avoir dans la vie, mais aussi ce que je voulais devenir. Tout a également changé le jour où j'ai décidé ce que je m'engageais à devenir et à obtenir dans la vie. Pensez-y un peu. Y a-t-il une différence entre s'intéresser à une chose et s'engager envers elle? Bien sûr qu'il y en a une. Souvent les gens disent « Fichtre, j'aimerais bien gagner plus d'argent » ou « J'aimerais être plus près de mes enfants » ou encore « Vous savez, j'aimerais vraiment apporter ma contribution à la société ». Mais ce genre de déclaration n'est pas un engagement. On énonce simplement une préférence, du genre « Cela m'intéresse pourvu que je n'ai pas levé le petit doigt ». Ce n'est pas du pouvoir cela. C'est une faible prière sans même le soutien de la foi. Il faut non seulement décider quel résultat vous vous engagez à obtenir, mais aussi quelle sorte de personne vous vous engagez à devenir. Ainsi que nous l'avons mentionné au premier chapitre, vous devez établir des règles sur les comportements que vous jugez acceptables pour vous et ce que vous attendez de ceux que vous aimez. Si vous ne fixez pas les règles de base de ce que vous êtes prêt à accepter dans la vie, vous verrez qu'il est facile de s'enliser dans des comportements et des attitudes, ou encore d'atteindre une qualité de vie de beaucoup inférieure à celle que vous méritez. Vous devez établir ces règles et les respecter, peu importe ce qui vous arrive. Mais si tout va de travers, qu'il pleuve sur votre défilé, que la bourse s'effondre, que votre amoureux vous quitte et que personne ne vous donne l'appui dont vous avez besoin, vous devez vous accrocher à votre décision de mener la vie la plus enrichissante qui soit. Malheureusement, la plupart des gens ne le font jamais, parce qu'ils sont trop occupés à inventer des excuses. S'ils n'ont pas atteint leurs objectifs ou s'ils ne mènent pas la vie de leurs rêves, ils invoquent la façon dont ils ont été élevés, l'absence de choix quand ils étaient plus jeunes, le manque d'instruction ou encore le fait qu'ils sont trop vieux ou trop jeunes. Toutes ces excuses ne sont que des insignifiances étroitement liées à la nature de leurs croyances. Elles sont non seulement limitatives, mais aussi destructrices. Utiliser son pouvoir de décision permet de passer outre à toutes ces excuses et de modifier n'importe quel aspect de sa vie en un tournement. Cela peut transformer vos relations, votre milieu de travail, votre forme physique, votre revenu et vos états affectifs. Cela peut déterminer si vous êtes heureux ou triste, frustré ou motivé, libre ou dépendant des circonstances. C'est la source de toute transformation individuelle, familiale, collective, sociale et universelle. Qu'est-ce qui a bouleversé toute l'Europe de l'Est ces dernières années? Les gens de là-bas
Des gens comme vous et moi ont fait de nouveaux choix sur les causes qu'ils défendront, sur ce qui est acceptable et inacceptable à leurs yeux, et sur ce qu'ils refuseront désormais de tolérer. Certes, les décisions prises par Gorbatchev leur ont ouvert la voie, mais la détermination et l'engagement de Lech Walesa envers un idéal plus élevé ont donné lieu à des changements économiques et politiques importants. Je demande souvent aux gens qui se plaignent de leur travail « Pourquoi êtes-vous allé travailler aujourd'hui ?» Généralement, ils me répondent « Parce qu'il le fallait ». Il ne faut pas oublier une chose, il n'y a pratiquement rien dans ce pays que nous soyons obligés de faire et surtout pas d'aller travailler. Pas ici. Vous n'êtes certainement pas obligé d'aller travailler dans un endroit précis, un jour donné. Pas en Amérique. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que vous avez fait pendant les 10 dernières années. Vous pouvez décider de faire autre chose, de faire quelque chose de nouveau aujourd'hui. Vous pouvez décider maintenant de retourner à l'école, d'apprendre à danser ou à chanter, de prendre vos affaires en main, d'apprendre à piloter un hélicoptère, de faire de votre corps un modèle d'inspiration, de commencer à méditer, de vous inscrire à un club de danse, de participer à un camp d'entraînement de la NASA, d'apprendre une langue, de lire davantage d'histoires à vos enfants, de passer plus de temps dans votre jardin et même de vous envoler vers les îles Fidji et de vivre sur une île. Si vous en prenez la ferme décision, vous pouvez faire n'importe quoi ou presque. Si vous n'aimez pas votre sort actuel, prenez la décision de le changer. Si vous n'aimez pas votre emploi, cherchez un autre emploi. Si vous n'aimez pas votre propre image, changez-la. Si c'est une plus grande vitalité et une meilleure santé que vous voulez, vous pouvez l'obtenir maintenant. En un seul instant, vous pouvez saisir le même pouvoir qui a façonné l'histoire. J'ai écrit ce livre pour vous inciter à éveiller le gigantesque pouvoir de décision qui dort en vous et à vous prévaloir du droit naturel à un pouvoir illimité, à une vitalité rayonnante et à la passion heureuse. Vous devez savoir que vous pouvez, en ce moment même, prendre une nouvelle décision susceptible de changer immédiatement le cours de votre vie. Il peut s'agir de changer une habitude ou de maîtriser une aptitude, de modifier la façon dont vous traitez les autres ou de téléphoner à une personne à laquelle vous n'avez pas parlé depuis des années. Peut-être y a-t-il une personne que vous devriez contacter pour faire avancer votre carrière. Vous pouvez peut-être prendre maintenant la décision d'apprécier et de cultiver les émotions les plus positives que vous méritez d'éprouver quotidiennement. Il est possible que vous choisissiez plus de joie, de plaisir, de confiance ou une plus grande paix de l'esprit. Avant même de tourner la page, vous pouvez utiliser la faculté qui vous habite déjà. Prenez maintenant la décision qui peut vous lancer dans une direction nouvelle, positive et puissante et qui vous permettra de grandir et d'être heureux. Rien ne peut résister à la volonté humaine lorsqu'elle est prête à mettre en jeu jusqu'à son existence pour atteindre son but. Benjamin Disraeli. Votre vie change dès le moment où vous prenez une nouvelle décision, congruente et ferme. Qui aurait cru que la détermination et la conviction d'un homme tranquille et sans prétention, un avocat de métier et un pacifiste auraient le pouvoir de renverser un empire. Pourtant, la décision irrévocable de Mahatma Gandhi de débarrasser l'Inde de la tutelle britannique était un vrai baril de poudre et déclencha une série d'événements qui modifieront pour toujours l'équilibre mondial du pouvoir. Les gens ne saisissaient pas comment il pourrait atteindre son objectif, mais Gandhi ne s'était laissé d'autre choix que celui d'agir selon sa conscience. Il écarta toute autre possibilité. L'esprit de décision fut la source du pouvoir de John Fitzgerald Kennedy lorsqu'il affronta Nikita Khrouchtchev pendant l'intense crise de Cuba, évitant ainsi une troisième guerre mondiale. C'est ce même esprit de décision qui donna à Martin Luther King le pouvoir d'exprimer avec autant d'éloquence les frustrations et les aspirations d'un peuple qui refusait de se voir rejeté plus longtemps, tout en obligeant le monde entier à en prendre conscience. Ce pouvoir est à l'origine de l'ascension météorique de Donald Trump au sommet du monde financier, ainsi que de sa chute accablante. C'est lui qui permit à Pete Rose de maximiser ses aptitudes physiques au point d'accéder au temple de la renommée avant de détruire le rêve de sa vie. Les décisions sont à la source de problèmes, mais aussi de joie et de chance incroyables. C'est ce pouvoir qui rend visible l'invisible. Les vraies décisions sont les catalyseurs qui transforment nos rêves en réalité. Le plus émouvant à propos de cette force, de ce pouvoir, c'est que vous le possédez déjà. Cette force explosive de la décision n'est pas réservée à quelques privilégiés qui ont de solides références, de l'argent ou de respectables antécédents familiaux. Elle est accessible aux travailleurs ordinaires aussi bien qu'aux rois. Elle est à votre portée, alors même que vous tenez ce livre entre vos mains.
Vous pouvez, dans la minute qui suit, employer cette force puissante qui dort en vous, pourvu que vous ayez le courage de la revendiquer. Déciderez-vous enfin aujourd'hui que vous êtes beaucoup plus que ce que vous avez montré jusqu'ici? Est-ce aujourd'hui que vous déciderez une fois pour toutes d'harmoniser votre vie avec votre âme en proclamant « Voilà ce que je suis, voici ce qu'est ma vie et voici ce que je vais en faire. Rien ne m'empêchera d'accomplir mon destin. Je n'accepterai pas que l'on nie ce que je suis. » Voyez cette femme extrêmement fière du nom de Rosa Parks qui, un jour de 1955, monta dans un autobus à Montgomery, en Alabama, et refusa de céder sa place à un blanc comme la loi l'y obligeait. Ce seul geste de désobéissance civile déclencha une violente controverse et devint un symbole pour les générations suivantes. Ce fut le début du mouvement pour la défense des droits civiques, une lame de fond qui éveilla les consciences et avec laquelle nous nous débattons encore aujourd'hui. Nous tentons encore aujourd'hui de redéfinir le sens des termes égalité, possibilité et justice pour tous les êtres humains, sans distinction de race, de religion ou de sexe. Rosa Parks pensait-elle à l'avenir quand elle refusa de céder sa place dans l'autobus? Avait-elle élaboré un plan suprême destiné à modifier la structure de la société? Peut-être. Toutefois, ce qui est le plus plausible, c'est qu'elle avait un idéal qui la poussait à agir. Quelle portée considérable eut la décision d'une seule femme? Si vous pensez « j'adorerais prendre des décisions comme celle-là, mais j'ai déjà vécu de véritables drames », laissez-moi vous parler d'Ed Roberts. Ed est un homme extraordinaire confiné à un fauteuil roulant, et sa volonté de dépasser ses limites apparentes le rendit extraordinaire. Ed est paralysé du cou jusqu'aux pieds depuis l'âge de 14 ans. Le jour, il respire à l'aide d'un appareil qu'il a maîtrisé, contre toute attente afin de mener une vie normale et, la nuit, il respire à l'aide d'un poumon d'acier. Après avoir lutté contre la polio et frôlé la mort à plusieurs reprises, il aurait certainement pu se renfermer sur son propre malheur, mais il préféra plutôt contribuer au bien des autres. Que réussit-il à faire exactement? Pendant les 15 dernières années de sa vie, il décida de lutter contre un monde qu'il jugeait trop condescendant, ce qui permit d'apporter de nombreuses améliorations à la qualité de vie des personnes handicapées. Se heurtant à une multitude de mythes sur les aptitudes des gens qui sont dans son cas, Ed éduqua le public et lança toutes les commodités destinées aux handicapés, des rampes d'accès pour fauteuils roulants et les places de stationnement réservées jusqu'aux barres d'appui. Il fut le premier quadriplégique diplômé de l'Université de Californie à Berkeley et il accéda au poste de directeur du département de rééducation de l'État de Californie, jouant encore une fois un rôle de pionnier chez les handicapés. Ed Roberts démontra avec force que ce qui compte, ce n'est pas le lieu du commencement, mais bien les décisions que l'on prend sur ce à quoi on veut aboutir. Toutes ces actions étaient motivées par un seul et unique objectif, ferme et puissant. Que pourriez-vous faire avec votre vie si vous vouliez réellement le faire? Bien des gens disent « Ma foi, j'adorerais prendre une décision comme celle-là, mais j'ignore au juste comment je pourrais changer ma vie. » Ils sont paralysés par la peur de ne pas savoir précisément comment transformer leurs rêves en réalité. Ainsi, ils ne prennent jamais les décisions qui pourraient faire de leur vie le chef-d'œuvre qu'elle mérite d'être. Je suis là pour vous dire qu'il importe peu au début de savoir de quelle façon on obtiendra un résultat. Ce qui compte, c'est de décider qu'on trouvera une façon, quelle qu'elle soit. Dans Pouvoir illimité, je décris ce que j'appelle la formule fondamentale de la réussite. Il s'agit d'un processus élémentaire pour atteindre votre objectif. 1. Décidez ce que vous voulez. 2. Agissez en conséquence. 3. Reconnaissez si votre action vous approche ou vous éloigne de votre but. 4. Modifiez votre attitude jusqu'au résultat désiré. La décision d'atteindre le résultat souhaité déclenche une série d'événements. Si vous décidez exactement ce que vous voulez, vous vous efforcerez d'agir, vous tirerez des leçons de votre expérience et modifiez votre attitude. Vous créez ainsi cette force vive nécessaire pour atteindre votre but. Dès que l'on s'engage vraiment à poursuivre un but, la façon de le faire se révèle d'elle-même. Toutes les initiatives et tous les actes de création sont soumis à une vérité élémentaire. Dès le moment où l'on s'engage catégoriquement, la Providence agit, elle aussi. Johann Wolfgang von Goethe. Si le fait de prendre une décision est aussi simple et aussi puissant, pourquoi la plupart des gens ne suivent pas le conseil de Nike? Faites-le, c'est tout. Je pense que l'une des explications les plus simples est que la plupart d'entre nous ne savent même pas ce que c'est que de prendre une vraie décision.
Nous ignorons le pouvoir de transformation d'une décision congruente et ferme. L'un des éléments du problème est que la plupart d'entre nous ont, pendant très longtemps, employé le terme décision dans un sens si vague qu'il a fini par représenter une sorte de vœu pieux. Ainsi, au lieu de prendre des décisions, nous énonçons des préférences. Une véritable décision écarte toute autre possibilité. Ce n'est pas comme affirmer « j'aimerais cesser de fumer ». En fait, le terme décision vient du latin de qui signifie de et sedare qui veut dire couper. Prendre une véritable décision, c'est s'engager à obtenir un résultat précis et se refuser toute autre possibilité. Quand on décide vraiment de ne plus fumer, c'est ainsi. On n'envisage même plus la possibilité de fumer. Si vous êtes de ceux qui ont déjà exercé leur pouvoir de décision de cette façon, vous me comprenez très bien. Un alcoolique sait que, même après des années de sobriété absolue, s'il se laisse persuader qu'il peut prendre même un seul verre, il devra tout recommencer à zéro. Après avoir pris une vraie décision, si difficile soit-elle, la plupart d'entre nous éprouvent un immense soulagement. Nous avons enfin cessé de tergiverser. Nous connaissons tous la sensation magnifique que procure un objectif clair et indiscuté. Cette forme de lucidité donne du pouvoir. Grâce à elle, vous pouvez atteindre les objectifs que vous voulez vraiment atteindre dans la vie. La difficulté, c'est que la plupart d'entre nous n'ont pas pris de décision depuis si longtemps qu'ils ont oublié à quoi cela ressemble. Nos facultés de décider se sont amoindries. Certaines personnes ont peine à décider ce qu'elles mangeront pour dîner. Comment raffermir ces facultés ? Faites-les travailler. Plus on décide, plus on est en mesure de bien décider. Assurez-vous ensuite de tirer une leçon de chacune d'elles, y compris de celles qui semblent infructueuses à court terme. Elles offrent des éléments précieux qui vous permettront de faire de meilleures évaluations et, par conséquent, de prendre de meilleures décisions à l'avenir. Ainsi, la prise de décision, comme toute aptitude que l'on cherche à développer, s'améliore avec l'expérience. Plus vous prendrez de décisions, plus vous constaterez que vous contrôlez vraiment votre vie. Vous prévoirez les difficultés futures que vous considérerez comme autant de moyens pour faire de nouvelles distinctions et améliorer votre vie. Je n'insisterai jamais assez sur la possibilité et la valeur de trouver ne serait-ce qu'un élément, une seule information qui permette de modifier le cours de votre vie. L'information est un pouvoir quand on s'en sert et l'un de mes critères pour définir une vraie décision est qu'elle doit mener à une action. Le plus passionnant, c'est qu'on ne sait jamais quand on trouvera cet élément. La raison pour laquelle j'ai lu plus de 700 livres, écouté de nombreuses cassettes et assisté à tant de séminaires tient au fait que je saisissais la faculté que possédait un seul élément. Vous le trouverez peut-être à la page suivante ou au prochain chapitre de ce livre. Il peut même s'agir d'une chose que vous connaissez déjà. Mais pour une raison ou pour une autre, c'est à ce moment-ci que vous l'intégrez vraiment et commencez à l'utiliser. Souvenez-vous que la répétition est la mère de l'aptitude. Les distinctions nous permettent de prendre de meilleures décisions et, par conséquent, de créer les résultats que nous désirons pour nous. L'absence de certaines distinctions peut causer des malaises importants. Par exemple, beaucoup de gens parmi les plus célèbres de notre culture ont réalisé leurs rêves, mais ils n'ont pas encore su en profiter. Ils s'adonnent souvent à la drogue, car ils ne se sentent pas satisfaits. Ce phénomène s'explique parce que ces gens ne font pas la différence entre atteindre un but et vivre en fonction de ses valeurs. Une nuance que vous apprendrez à maîtriser dans les pages qui suivent. Une autre distinction qui échappe à bien des gens et qui est une source de malaise constant dans leurs relations, les règles. Autre élément clé que nous examinerons au cours de notre expérience d'exploration de soi. Parfois, l'absence d'une distinction précise peut nous coûter tout ce que nous avons. Les gens qui courent sans arrêt, mais continuent de manger des aliments riches en gras qui endommagent leurs artères, risquent une crise cardiaque. Pendant la plus grande partie de mon existence, j'ai recherché ce que le célèbre expert en affaires, W. Edward Deming, appelle le savoir profond. Et pour moi, cela représente toute distinction, stratégie, croyance, aptitude ou un outil que l'on peut appliquer dès l'instant où on en comprend le sens pour améliorer instantanément la qualité de sa vie. Toute ma vie et ce livre sont consacrés à la recherche de ce savoir profond qui peut s'appliquer universellement à améliorer notre vie privée et professionnelle. Je recherche
constamment de nouvelles façons de transmettre ce savoir aux autres, afin de les inciter à améliorer leur état d'esprit et leur avenir affectif, physique et financier. C'est dans les moments de décision que notre destin prend forme. Anthony Robbins. 3 décisions que vous prenez à chaque instant de votre vie contrôlent votre avenir. Elles déterminent ce que vous remarquerez, ce que vous ressentirez, ce que vous ferez et, en fin de compte, ce que vous apporterez à la société et quel genre de personne vous deviendrez. Si vous ne contrôlez pas ces 3 décisions, vous n'êtes tout simplement pas maître de votre vie. Par contre, si vous les maîtrisez, vous commencez à façonner votre existence. Ce sont 1. Vos décisions concernant ce vers quoi tendent toutes vos facultés. 2. Vos décisions concernant le sens des événements à vos yeux. 3. Vos décisions concernant les actions à mener pour atteindre votre but. Vous voyez, ce n'est pas ce qui vous arrive maintenant, ni ce qui vous est arrivé auparavant qui détermine la personne que vous deviendrez, mais plutôt ce sur quoi vous décidez de mettre vos efforts, ce que les choses signifient pour vous et ce que vous en ferez. Sachez que si une personne obtient plus de succès que vous dans un domaine donné, c'est qu'elle prend, dans certains contextes ou situations, ces 3 décisions d'une manière différente. Ed Roberts poursuit un but différent de celui de la plupart des handicapés. Son objectif était de savoir ce qu'il pouvait apporter aux autres. Ses problèmes physiques représentaient un défi à ses yeux. Manifestement, il décida de faire son possible pour améliorer la qualité de vie des autres handicapés. Il s'engagea fermement à agir sur le milieu, de manière à améliorer la qualité de vie de toutes les personnes ayant un handicap. Je ne sais rien de plus encourageant que la disposition indiscutable de l'homme à élever sa vie par l'effort. Henri David Thoreau. Un trop grand nombre d'entre nous ne prennent pas consciemment la majorité de leurs décisions, et surtout ces 3 décisions capitales, ce qui leur impose un lourd tribut. En fait, la plupart des gens souffrent de ce que j'appelle le syndrome Niagara. Je crois que la vie est une rivière où la plupart des gens se jettent sans jamais décider où ils veulent vraiment aller, de sorte qu'ils sont bientôt emportés par le courant, celui des événements, des peurs, des difficultés courantes. Quand la rivière les conduit à un embranchement, ils ne décident pas consciemment où ils veulent aller ni quelle est la bonne direction pour eux. Ils suivent le courant tout simplement. Ils rejoignent la masse des gens qui sont dirigés par leur environnement plutôt que par leurs propres valeurs. Ainsi, ils ont le sentiment d'avoir perdu le contrôle. Ils demeurent dans cet état d'inconscience jusqu'à ce qu'un jour, le bruit de l'eau tourbillonnante les réveille. Ils découvrent alors qu'ils sont à 2 mètres des chutes du Niagara dans un bateau sans rame. Ils s'exclament « Zut !» Mais il est trop tard. Ils vont faire une chute affective, physique ou financière. Il est probable que vous auriez pu éviter les difficultés que vous affrontez en ce moment si vous aviez pris de meilleures décisions en amont. Comment renverser la situation quand on est emporté par une rivière en furie? On décide ou bien de mettre les rames à l'eau et de ramer comme un enragé dans une nouvelle direction, ou encore on planifie sa course à l'avance. Tracez un itinéraire qui vous mènera là où vous voulez vraiment aller et munissez-vous d'un plan ou d'une carte afin de prendre les décisions judicieuses en cours de route. Même si vous n'y avez jamais pensé, votre cerveau a déjà élaboré son propre système de décision. Ce système agit comme une force invisible qui dirige toutes vos pensées, vos actions et vos sentiments, tant positifs que négatifs, et chaque moment de votre vie. Il contrôle la façon dont vous évaluez chaque aspect de votre vie et est fortement soumis à votre subconscient. Le plus angoissant, c'est que la plupart des gens n'élaborent jamais consciemment ce système. Celui-ci a plutôt été installé au fil des ans par des facteurs aussi divers que les parents, les professeurs, la télévision, la publicité et la culture en général. Ce système se compose de 5 éléments. 1. Vos croyances fondamentales et vos règles inconscientes. 2. Vos valeurs. 3. Vos références. 4. Les questions que vous vous posez habituellement. Et 5. Vos états affectifs de chaque instant. La synergie de ces 5 éléments produit une force qui vous pousse à l'action ou vous empêche d'agir. Elle fait que vous espérez ou appréhendez l'avenir, ou que vous vous sentez aimé ou rejeté, ou encore, elle détermine votre degré de succès et de bonheur. Elle détermine également ce qui vous pousse à agir et vous empêche de faire certaines choses que vous savez devoir faire. En modifiant n'importe lequel de ces 5 éléments, croyances ou règles, valeurs, références, questions, état affectif, vous pouvez opérer sur le champ un changement puissant et mesurable dans votre vie.
L'essentiel est de s'attaquer à la cause plutôt qu'aux effets. Si vous vous empiffrez régulièrement, c'est que vous souffrez d'un problème lié à vos valeurs ou à vos croyances, plutôt que d'un réel désordre alimentaire. Dans ce livre, je vous amènerai pas à pas à découvrir comment votre système principal de décision est programmé. Puis, vous effectuerez des changements simples pour l'harmoniser avec vos désirs, au lieu de vous laisser mener par vos anciennes habitudes. Vous êtes sur le point d'entreprendre un fascinant voyage qui vous fera découvrir qui vous êtes et quel est le motif profond de vos actes. Fort de ces puissantes distinctions, vous serez mieux à même de comprendre le système de décision de vos associés, de votre conjoint et de vos proches. Vous saisirez également le sens de leur fascinant comportement. Enfin! Heureusement que nous pouvons passer outre à ce système en prenant des décisions conscientes à chaque instant de notre vie. Nous n'avons pas besoin de laisser les programmes de notre passé dominer notre présent et notre avenir. Grâce à ce livre, vous pourrez vous réinventer en organisant systématiquement vos croyances et vos valeurs, de manière à ce qu'elles vous entraînent dans le sens du schéma de votre vie. Je ne me décourage pas, car chaque tentative infructueuse qu'on laisse derrière soi constitue un autre pas en avant. Thomas Edison. Un dernier obstacle nous empêche d'utiliser pleinement notre pouvoir de décision. Nous devons surmonter notre crainte de prendre de mauvaises décisions. Il ne fait aucun doute que cela vous arrivera. Vous ferez des gaffes. Je suis persuadé de ne pas avoir pris que des bonnes décisions dans ma vie, loin de là. Mais je ne m'y attendais pas. Pas plus que je prendrai à l'avenir uniquement des décisions fructueuses. J'ai décidé que peu importe les décisions que je prends, je demeurerai souple. J'examinerai les conséquences et en tirerai des leçons afin de faire mieux à l'avenir. Rappelez-vous, la réussite est véritablement le résultat d'un bon jugement. Le bon jugement est le résultat de l'expérience et l'expérience est souvent le résultat d'un mauvais jugement. Les essais en apparence mauvais ou infructueux sont parfois les plus importants. Quand les gens réussissent, ils s'en réjouissent. Quand ils échouent, ils réfléchissent et établissent de nouvelles distinctions susceptibles d'améliorer la qualité de leur vie. Il faut s'engager à apprendre de ses erreurs plutôt que d'accuser, sinon on est condamné à refaire sans arrêt les mêmes erreurs. Si important que soient les essais personnels, songez combien il est aussi précieux d'avoir un modèle à imiter, quelqu'un qui a franchi les rapides avant vous et qui possède un bon plan que vous pouvez suivre. Vous pouvez choisir un modèle pour votre argent, vos relations, votre santé, votre profession ou pour tout autre aspect de votre vie que vous voulez apprendre à maîtriser. Ces modèles peuvent vous faire épargner de nombreuses années de souffrance et vous aider à éviter de tomber dans les chutes. Il y aura des moments où vous naviguerez seul sur la rivière et où vous devrez prendre seul des décisions importantes. Mais si vous êtes prêt à tirer des leçons de votre expérience, même les moments qui vous ont paru difficiles deviendront merveilleux parce qu'ils vous auront apporté de précieux renseignements, des distinctions clés qui vous aideront à prendre de meilleures décisions à l'avenir. En fait, toute personne prospère vous dira honnêtement que si elle réussit mieux que vous, c'est parce qu'elle a pris plus de mauvaises décisions que vous. Ceux qui participent à mes séminaires me demandent souvent « D'après vous, dans combien de temps pourrais-je maîtriser cette aptitude ?» Je réponds alors sans attendre. Combien de temps voulez-vous y mettre? Si vous faites une même action 10 fois par jour, ce qui constitue autant d'expériences d'apprentissage, tandis que d'autres exercent leur nouvelle aptitude une fois par mois, vous aurez accumulé 10 mois d'expérience en un seul jour. Vous maîtriserez bientôt cette aptitude et, ironiquement, on vous considérera comme une personne chanceuse et talentueuse. Je suis devenu un excellent orateur parce que je m'obligeais à parler 3 fois par semaine plutôt qu'une, à quiconque voulait bien m'écouter. Alors que mes associés prononçaient 48 conférences par année, j'en faisais autant en 2 semaines. En moins d'1 mois, j'avais accumulé 2 années d'expérience et, au bout d'1 an, j'avais grandi d'1 décennie. Mes associés parlaient de la chance que j'avais d'avoir ce talent inné. J'ai tenté de leur expliquer ce que je vous raconte ici. À vous de décider combien de temps il vous faudra pour maîtriser une aptitude donnée. Par ailleurs, mes discours n'étaient pas tous fantastiques, loin de là. Mais je veillais à tirer des leçons de chacun d'eux et à m'améliorer jusqu'à ce que je puisse entrer dans une salle de n'importe quelle dimension et parler aux gens de presque toutes les couches de la société. Peu importe votre degré de préparation, je vous garantis que vous risquez de heurter quelques rochers en naviguant sur le fleuve de la vie. Cette constatation n'est pas négative, elle est réaliste. Le secret quand on échoue n'est pas de s'accabler et de s'accuser de tous les maux, car il n'y a pas d'échec dans la vie. Il n'y a que des résultats. Si vous n'avez pas obtenu les résultats que vous recherchiez, tirez-en des leçons pour pouvoir prendre de meilleures décisions à l'avenir. Ou nous trouverons un moyen, ou nous en inventerons un. Hannibal.
L'une des décisions les plus importantes que vous puissiez prendre pour assurer votre bonheur à long terme est d'utiliser tout ce que la vie vous donne à chaque instant. En fait, il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir dans la mesure où 1. Vous décidez clairement ce que vous vous engagez fermement à accomplir. 2. Vous êtes prêt à agir. 3. Vous savez si vos actions vous éloignent ou vous rapprochent de votre but. Et 4. Vous modifiez votre façon d'aborder le problème jusqu'à ce que vous obteniez le résultat désiré, en vous servant de tout ce que la vie vous donne en chemin. Quiconque a atteint le sommet de la réussite a suivi ces 4 étapes de la formule fondamentale de la réussite. L'une de mes histoires préférées de la réussite fondamentale met en vedette Soichiro Honda, fondateur de la société qui porte son nom. À l'instar de toutes les entreprises, peu importe leur importance, la Honda Corporation est née d'une décision et d'un désir passionné d'arriver à un résultat voulu. En 1938, alors qu'il allait encore à l'école, M. Honda a investi tout son pécule dans un petit atelier où il commençait à élaborer son propre concept de segment de piston. Dans la mesure où il voulait vendre le fruit de son travail à Toyota Corporation, il travaillait sans relâche, les mains dans la graisse, dormant dans l'atelier d'usinage, sans jamais douter qu'il obtiendrait un résultat. Il mit même les bijoux de sa femme en gage afin de pouvoir poursuivre son entreprise. Mais quand il termina enfin ses segments de piston et qu'il les présenta à l'entreprise Toyota, on déclara qu'il ne répondait pas aux normes de la société. On le renvoya à l'école pendant 2 années. Il essuya alors les moqueries de ses professeurs et de ses camarades qui tournaient ses dessins en ridicule. Or, plutôt que de s'apitoyer sur son sort, M. Honda décida de mettre toute son énergie sur son objectif. 2 ans plus tard, Toyota lui accordait le contrat de ses rêves. Sa passion et sa conviction furent récompensées parce qu'il savait ce qu'il voulait. Il avait agi en conséquence. Il savait qu'il approchait de son but et il a continué de modifier sa façon d'aborder le problème tant qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. C'est alors qu'il se heurta à une nouvelle difficulté. Le gouvernement japonais, qui se préparait pour la guerre, refusa de lui fournir le béton dont il avait besoin pour construire son usine. Renonça-t-il à son projet? Non. Se lamenta-t-il sur l'injustice de sa situation? Vit-il dans cette réponse le signe que son rêve était mort? Sûrement pas. À nouveau, il décida d'exploiter cette situation et élabora une nouvelle stratégie. Avec son équipe, il inventa un procédé qui lui permit de fabriquer du béton et construit lui-même son usine. Pendant la guerre, les bombardements détruisirent 2 fois les principaux bâtiments de l'usine. Quelle fut la réaction de Honda? Il ordonna aussitôt à son équipe de ramasser les réservoirs d'essence que les bombardiers américains avaient jetés. Il les appelait des cadeaux du président Truman, parce qu'il lui fournissait les matériaux bruts dont il avait besoin pour fabriquer ces pièces qui étaient introuvables à l'époque au Japon. Enfin, après toutes ces épreuves, l'usine fut détruite par un tremblement de terre. C'est alors que Honda décida de vendre son usine de pistons à Toyota. Voici un homme qui, manifestement, avait pris de fermes résolutions pour réussir. Il avait mis sa foi et avait agi dans son entreprise. Il avait élaboré une fabuleuse stratégie et agissait en conséquence. Mais il a eu beau modifier sa façon d'aborder le problème, il n'a pas obtenu les résultats qu'il escomptait. Pourtant, il a refusé de se déclarer vaincu. Après la guerre, une importante pénurie d'essence frappa le Japon, et M. Honda ne pouvait pas même prendre sa voiture pour aller faire les courses pour nourrir la famille. En désespoir de cause, il fixa un petit moteur à son vélo. Il n'eut pas aussitôt terminé que ses voisins lui demandaient de leur fabriquer aussi des vélos à moteur. L'un après l'autre, ils le sollicitèrent jusqu'à ce que M. Honda manque de moteur. Il décida donc de construire une usine de moteurs pour sa nouvelle invention, mais il n'avait pas les capitaux nécessaires. Comme auparavant, il prit la décision de trouver coûte que coûte un moyen pour la financer. Il expédia une lettre personnelle à chacun des 18 000 propriétaires de magasins de vélos du Japon pour leur expliquer le rôle qu'ils pourraient jouer dans la reconstruction de leur pays en facilitant le déplacement des gens grâce à son invention. Environ 5 000 lui avancèrent des fonds nécessaires. Cependant, sa motocyclette ne se vendait qu'aux plus fanatiques parce qu'elle était trop volumineuse et trop lourde. Il y apporta donc une légère retouche et en créa une version beaucoup plus légère et plus petite qu'il baptisa The Supercube. La renommée de son engin se répandit comme une traînée de poudre et lui valut une récompense de l'empereur. Plus tard, il exporta ses motocyclettes en Europe et aux États-Unis, à l'attention des baby-boomers. Et, dans les années 1970, il se lança dans la fabrication des voitures aujourd'hui si populaires. Aujourd'hui, la Honda Corporation emploie plus de 100 000 personnes tant aux États-Unis qu'au Japon et est considérée comme l'une des plus importantes entreprises japonaises de l'automobile. En fait, elle surpasse tous les autres fabricants des États-Unis, à l'exception de Toyota. Elle est prospère parce qu'un homme a compris le pouvoir d'une décision ferme qui mène à une action conséquente et continue, et ce, peu importe les circonstances.
La boule de cristal s'est brisée. Voici les avis de rejet reçus pour ces livres célèbres et incroyablement populaires. La ferme des animaux par George Orwell. Les histoires d'animaux ne se vendent pas aux États-Unis. Le journal d'Anne Frank par Anne Frank. La fillette ne possède pas, il me semble, de perception ou de sentiment particulier susceptible d'élever ce livre au-dessus du rang de curiosité. Sa Majesté des mouches par William Golding. Nous n'avons pas l'impression que vous avez vraiment réussi à trouver une idée vraiment prometteuse. L'amant de Lady Chatterley par D.H. Lawrence. Pour votre bien, ne publiez pas ce livre. La vie ardente de Michel-Ange par Irving Stone. Un long roman ennuyeux sur un artiste. Honda savait certainement que, à prendre une décision et à agir, on a parfois l'impression à court terme de s'éloigner de son but. Pour réussir, il faut avoir une vision à long terme. La plupart des difficultés que l'on rencontre dans sa vie professionnelle, comme trop manger, boire, fumer, se laisser abattre et renoncer à ses rêves, sont le résultat de notre vision à court terme. Le succès et l'échec ne se font pas du jour au lendemain. Ce sont toujours les petites décisions que l'on prend en cours de route qui conduisent à l'échec. C'est le fait de ne pas assurer de suivi, de ne pas agir, de ne pas persévérer, de ne pas contrôler son état d'esprit et ses émotions, de ne pas maîtriser ses intérêts. De plus, le succès est le résultat d'une suite de petites décisions. Viser un idéal plus élevé, apporter sa contribution, nourrir son esprit au lieu de laisser le milieu nous contrôler. Ces petites décisions créent l'expérience de vie que nous appelons le succès. Aucun individu ni aucune organisation ayant réussi ne l'a fait en suivant une vision à court terme. À l'échelle nationale, la plupart des difficultés que nous affrontons de nos jours sont attribuables au fait que nous n'avons pas réfléchi aux conséquences possibles de nos décisions. Nos crises, le scandale entourant les institutions d'épargne, les difficultés concernant la balance commerciale, le déficit budgétaire, le malaise qui règne sur le plan de l'éducation, les problèmes liés à la drogue et à l'alcool, proviennent tous d'une vision à court terme. C'est le syndrome Niagara à son plus fort. Pendant que vous vous débattez sur la rivière en vous concentrant sur le prochain rocher que vous risquez de heurter, vous ne regardez pas assez loin devant pour éviter d'être entraîné dans les chutes. Au sein de la société, nous recherchons tellement les récompenses immédiates que nos solutions de court terme se changent souvent en problèmes à long terme. Nos enfants ont des difficultés à demeurer attentifs à l'école suffisamment longtemps pour penser, retenir et apprendre. Cette situation est due en partie au fait qu'ils ne peuvent plus se passer de la récompense immédiate que leur procurent les jeux vidéo, la publicité télévisée et les vidéoclips. Les États-Unis ont le plus d'enfants obèses jamais vus dans l'histoire parce que nous cherchons constamment des solutions miracles, restauration minute, pudding instantané et gâteau cuit au micro-ondes. Sur le plan professionnel également, cette forme de vision à court terme peut être fatale. La controverse qui entoure le désastre de l'Exxon Valdez aurait pu être évitée par une seule petite décision. En effet, Exxon aurait pu équiper ses pétroliers d'une double coque, décision qui aurait empêché un déversement de pétrole en cas de collision. Mais l'entreprise a décidé de ne pas le faire parce qu'elle s'intéressait davantage aux répercussions à court terme qu'à long terme de cette décision. Après la collision et le déversement qui s'est produit, Exxon doit verser la somme énorme de 1,1 milliard de dollars. Au moment de mettre sous presse, toutes les questions juridiques ne sont pas encore réglées et ce montant pourrait augmenter. Pour compenser une partie des dommages économiques considérables qu'elle a causés, sans mentionner la destruction incalculable de l'environnement de l'Alaska et des régions avoisinantes. En vous engageant à rechercher des résultats à long terme, plutôt que d'adopter des solutions miracles à court terme, vous prenez une décision aussi importante que toute autre décision de votre vie. Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à subir d'énormes difficultés financières ou des problèmes de société, et parfois même des malaises personnels graves. Un jeune homme, que vous connaissez peut-être, abandonna ses études secondaires parce qu'il refusait d'ajourner son rêve de devenir un musicien célèbre. Toutefois, il trouvait que son rêve ne se réalisait pas assez vite. Ainsi, à 22 ans, il craignait d'avoir pris la mauvaise décision et doutait qu'on n'aimait jamais sa musique. Il jouait dans les bars et était sans le sou, dormant dans les buanderies publiques faute d'avoir un logis. Ce qui l'empêchait de tout lâcher, c'était sa relation amoureuse. Mais sa petite amie le quitta et le vase déborda. Le musicien ne pensa plus qu'à son incapacité de jamais trouver une autre femme aussi belle. Cet abandon mettait fin à sa vie, aussi décida-t-il de se suicider. Heureusement, avant de passer à l'acte, il examina les choix qu'il avait et opta plutôt pour un séjour à l'hôpital psychiatrique. Ce séjour lui permit de prendre conscience de ce qu'étaient les vrais problèmes. Plus tard, il se rappela avoir dit « Je ne descendrai plus jamais aussi bas ». Aujourd'hui, il affirme «
C'est l'une des meilleures choses que j'ai jamais faites parce que je ne me suis plus jamais apitoyé sur moi-même, peu importe les circonstances. Les problèmes que j'ai affrontés depuis ne sont rien comparés à l'enfer qu'ont traversé d'autres personnes. En renouvelant son engagement et en poursuivant son rêve à long terme, il a fini par atteindre son but. Son nom ? Billy Joel. Pouvez-vous croire que cet homme, adulé par des milliers de fans et qui a épousé la célèbre mannequin Christie Brinkley, ait jamais douté de la qualité de sa musique et de sa capacité de trouver une femme aussi belle que son ex-petite amie. L'essentiel ici, c'est que ce qui semble impossible à court terme s'est transformé avec le temps en un exemple incroyable de succès et de bonheur. Billy Joel a pu affronter sa dépression en contrôlant les 3 décisions qui dépendent de nous tous à chaque instant de notre vie. Le but que l'on vise, la signification des événements et les actions à mener malgré les difficultés qui semblent nous limiter. Il a élevé son idéal, l'a appuyé sur de nouvelles croyances et a appliqué les stratégies qu'il savait nécessaires. Voici une croyance que j'ai acquise pour traverser les moments vraiment éprouvants. Les retards de Dieu ne sont pas des dénis de Dieu. Souvent, ce qui semble impossible à court terme devient très possible à long terme quand on persévère. Pour réussir, il faut s'habituer à toujours penser à long terme. Pour me le rappeler, je compare les hauts et les bas de la vie au changement de saison. Nulle saison ne dure toujours, parce que toute forme de vie suit un cycle. Semaille, récolte, repos et renouveau. L'hiver ne dure pas toujours. Même si vous avez des problèmes aujourd'hui, vous ne pouvez jamais cesser d'espérer le printemps. Certaines personnes considèrent l'hiver comme un temps d'hibernation. D'autres comme un temps pour faire de la luge et du ski alpin. On peut toujours attendre que la saison passe. Mais pourquoi ne pas la transformer en une saison mémorable ? Maîtriser son pouvoir de décision. En résumé, laissez-moi vous donner 6 clés simples pour vous aider à mobiliser votre pouvoir de décision et qui déterminent votre expérience de vie à chaque instant. 1. Rappelez-vous le vrai pouvoir de décision. C'est un outil que vous pouvez utiliser à tout moment pour changer toute votre vie. Dès l'instant où vous prenez une nouvelle décision, vous mettez en mouvement une nouvelle cause et un nouvel effet, et imprimez une nouvelle orientation à votre vie. Votre vie commence réellement à changer dès que vous prenez une nouvelle décision. N'oubliez pas que, quand vous vous sentez accablé ou coincé, ou que vous êtes victime des événements, vous pouvez tout changer rien qu'en vous arrêtant et en décidant de le faire. Une vraie décision se mesure à l'action qui en résulte. Si vous n'agissez pas, vous n'avez pas vraiment pris de décision. 2. Comprenez que le plus difficile lorsqu'on veut accomplir quelque chose, c'est de s'engager fermement, de décider vraiment. Mener à bien son engagement est souvent beaucoup plus facile que de décider de s'engager. Ainsi, prenez vos décisions intelligemment, mais rapidement. Ne réfléchissez pas éternellement à la manière ou à la possibilité de les appliquer. Des études ont montré que les gens qui réussissent le mieux prennent des décisions rapides parce que leurs valeurs sont claires et qu'ils savent ce qu'ils veulent vraiment dans la vie. Les mêmes études révèlent que ces personnes sont lentes à modifier leurs décisions quand elles le font. Par contre, les personnes qui échouent sont en général lentes à prendre des décisions, elles changent rapidement d'idée et sont de vraies girouettes. Décidez-vous, c'est tout. Comprenez que prendre une décision est un acte en soi. On pourrait donc définir ainsi une décision. Information donnant lieu à une action. On sait qu'on a vraiment pris une décision quand celle-ci mène à une action. Elle devient alors une cause mise en mouvement. Souvent, le seul fait de prendre une décision aide à accomplir un objectif plus global. Voici une règle importante que j'ai édictée pour moi-même. Ne jamais quitter les lieux où on a pris une décision sans d'abord poser un geste précis en vue de l'appliquer. 3. Prenez souvent des décisions. Plus vous prendrez de décisions, meilleur vous deviendrez. Les muscles deviennent plus forts quand on s'en sert et les facultés de décision obéissent à ce même principe. Libérez votre force maintenant en prenant les décisions que vous aviez remises à plus tard. Vous serez surpris de l'énergie et de l'enthousiasme que cela crée dans votre vie. 4. Retenez quelque chose de vos décisions. Vous n'y échapperez pas. Par moments, vous allez faire du gâchis, peu importe ce que vous faites. Quand l'inévitable se produit, au lieu de vous le reprocher, retenez-en une leçon. Dites-vous, quel est le bon côté de cette situation ? Que peut-elle m'apprendre ? Cet échec peut représenter un cadeau incroyable qui vous servira à prendre de meilleures décisions à l'avenir. Plutôt que de vous enfermer sur votre défaite à court terme, choisissez d'en tirer des conséquences susceptibles de vous faire épargner du temps, de l'argent ou des douleurs et de vous donner l'aptitude de réussir à l'avenir. 5. Demeurez ferme dans vos décisions, mais souple
dans votre façon d'aborder le problème. Dès que vous avez décidé ce que vous voulez être comme personne, par exemple, ne perdez pas votre temps à réfléchir aux moyens d'y arriver. C'est votre but qui compte. Trop souvent, les gens décident de la vie qu'ils veulent mener, choisissent le meilleur moyen à prendre à ce moment-là, ils tracent un plan, mais n'envisagent pas d'autres moyens. Ne soyez pas trop rigide dans votre façon d'aborder le problème. Soyez souple. 6. Prenez plaisir à décider. Vous devez savoir qu'à tout moment, une décision peut changer le cours de votre vie. La personne qui vous précède dans la file ou votre voisin dans l'avion, le prochain appel téléphonique que vous ferez ou recevrez, le prochain film que vous verrez ou le livre que vous lirez ou la page que vous tournerez pourrait bien être le détail qui ouvre les portes et tous vos espoirs se réaliseront. Si vous voulez vraiment mener une vie passionnante, vous devez vivre dans cet esprit d'impatience. Il y a plusieurs années, je pris ce qui semblait être une décision mineure et cette décision changea le cours de ma vie. Je décidai de donner un séminaire à Denver, au Colorado. J'y ai rencontré une femme du nom de Becky, qui porte maintenant mon nom et est certainement l'un des plus magnifiques cadeaux que j'ai eus de ma vie. Ce même jour, je décidai d'écrire mon premier livre, qui fut traduit en 11 langues et publié dans le monde entier. Quelques jours plus tard, je décidai de donner un séminaire au Texas. Alors que je travaillais une semaine pour faire mon programme, le promoteur refusa de me payer pour la simple raison qu'il avait quitté la ville. Je devais alors m'adresser à son assistante, une femme qui avait eu les mêmes ennuis que moi. Cette femme devint par la suite mon agent littéraire et m'aida à publier ce premier livre. Et voilà, je peux maintenant vous raconter cette histoire aujourd'hui. Plus tard, j'ai décidé de prendre un associé, mais je négligeais de me renseigner à son sujet. Ce fut d'ailleurs une piètre décision de ma part. En moins d'un an, il avait détourné $250 000 et avait endetté ma société de $758 000, tandis que j'étais toujours sur la route pour donner plus de 200 séminaires. Heureusement, je tirai une leçon de cette mauvaise décision et j'eus l'occasion de prendre une meilleure décision par la suite. Contre l'avis de tous les experts qui affirmaient que je n'avais d'autre choix que de déclarer faillite, je décidai de trouver un moyen de renverser la situation et créer l'une des plus grandes réussites de ma vie. Je fis passer mon entreprise à un niveau différent et la leçon que je tirai de cette expérience favorisa non seulement la réussite de cette entreprise à long terme, mais me fournit un grand nombre de distinctions sur le conditionnement neuroassociatif et les technologies du destin que vous apprendrez dans ce livre. La vie est soit une aventure audacieuse, soit rien. Hélène Keller. Quels sont donc les éléments les plus importants à tirer de ce chapitre? Sachez que ce sont vos décisions et non les circonstances qui déterminent votre avenir. Avant d'apprendre les techniques qui permettront de modifier votre façon de penser et de percevoir chaque jour de votre vie, je veux vous rappeler qu'en dernier lieu, tout ce que vous avez lu dans ce livre ne vaut rien. Tous les livres que vous avez lus et toutes les cassettes que vous avez écoutées ou séminaires auxquels vous avez assisté ne valent rien, sauf si vous décidez de vous en servir. Une ferme décision est une force capable de changer votre vie. C'est un pouvoir que vous pouvez obtenir à chaque instant dans la mesure où vous le décidez. Prouvez-vous que vous avez pris cette décision dès maintenant. Prenez une ou deux décisions que vous remettiez à plus tard. Une décision facile et une autre un peu plus difficile. Montrez-vous ce que vous pouvez faire. Arrêtez-vous maintenant. Prenez une des décisions que vous remettiez à plus tard. Faites-en un premier pas en résolvant cette décision et persévérez. En agissant ainsi, vous renforcez cette faculté qui vous donnera la volonté de modifier votre vie tout entière. Certes, nous savons tous les deux que vous affronterez des difficultés à l'avenir. Mais Lech Walesa et les Européens de l'Est le savent, quand on décide de passer un mur, on peut l'escalader, le défoncer, creuser un tunnel ou trouver une porte. Peu importe depuis quand il existe, aucun mur ne résistera à l'action continue d'êtres humains déterminés à l'abattre. L'esprit humain est vraiment invincible. Toutefois, la volonté de réussir, la volonté de gagner, d'influencer le cours de notre vie et de la prendre en charge peut être maîtrisée quand on décide ce que l'on veut et quand on est convaincu qu'aucune difficulté, aucun problème, aucun obstacle ne peut nous empêcher d'atteindre notre but. Lorsqu'on veut que seules nos décisions et non les circonstances influencent le cours de notre vie, celle-ci changera désormais à tout jamais et l'on pourra décider de se mettre à la tâche.